Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois d'octobre. Alors c'est un mois où j'ai pas mal lu et pas mal de gros livres, donc je vais essayer d'aller très vite parce que certains livres seront abordés plus en détail dans une vidéo spéciale. Les autres sont sur le blog, donc je vais essayer d'aller très très vite. Tout d'abord, j'ai lu Le Passeur de Lois Lowry, donc c'était aux éditions École des loisirs, donc un livre dont tout le monde a entendu parler puisqu'il est très connu sur la blogosphère. On est dans un monde, dans un autre monde où pauvreté, chômage, divorce n'existe pas, où chacun a sa place attribuée dès son plus jeune âge, on va dire, où les cellules familiales sont constituées non pas naturellement mais par décision du grand dépositaire. Et on va y suivre l'histoire de Jonas qui va devenir le nouveau dépositaire et qui va se rendre compte de l'aberration de ce monde, tout simplement. J'ai pas été convaincue 100% quoi. L'idée aurait pu être sympa, mais la fin me laisse sceptique quoi. Pourquoi voilà, pourquoi il y a rien derrière, on comprend pas. Certes, lui a fait son choix, mais ça n'entraîne pas le reste, ça n'a pas de conséquences directes sur tout le reste. Donc j'ai un peu, pour moi, il y a des manques. Voilà, j'ai été un petit peu déçue pour un livre qui a autant fait parler de lui. J'ai été un petit peu déçue, alors bon, j'essaierai de voir les avis des autres, ce qui a pu plaire. Je sais qu'il y a un film, donc peut-être que ça pourra me convaincre davantage, mais enfin là, pour le moment, c'est pas une lecture qui m'a à 100% convaincue. Ensuite, je me suis lu Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Donc moi j'ai une vieille édition du livre de poche qui est très jolie, que j'avais récupérée de mes parents. C'est une pièce de théâtre qui m'a 100% emballée. Alors je n'avais jamais lu Cyrano de Bergerac, à ma grande honte. Et j'étais agréablement surprise par la lecture de cette pièce parce que j'ai eu l'impression de lire un roman. J'ai absolument pas eu l'impression de lire du théâtre. Les explications, enfin les didascalies en début de chapitre sont assez importantes, vous voyez. On en a quand même une bonne fournée. Mais ensuite, on a vraiment le décor qui est posé et les personnages qui se déplacent et qui racontent l'histoire très facilement. Donc en fait, on a l'impression... C'est comme si vous lisiez un roman, mais qu'on a mis la description de chaque grande partie du livre en tête et qu'après vous n'avez plus que l'essentiel du dialogue qui est suffisant en fait. Voilà, tout simplement, plutôt que de vous dire que machin a dit c'est que si. Comme si c'était simplifié. Et ça se lit super bien, j'ai vraiment été étonnée malgré le nombre de personnages, malgré le fait que ça se passe dans plein d'endroits différents. J'ai été mais 100% convaincue par la plume de l'auteur. Et je suis presque étonnée que Edmond Rostand ait mis autant de temps à être connu et célèbre. Donc vraiment une superbe découverte. Et je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt. Du coup, comme j'ai enfin lu Cyrano de Bergerac, j'ai pu sortir ce livre Edmond de Alexis Michalik. C'est publié chez Albin Michel. Je me demande si c'est pas encore joué d'ailleurs au théâtre à Paris à regarder. Donc c'est une pièce de théâtre sur comment si Edmond Rostand aurait pu écrire Cyrano de Bergerac. Donc c'est très drôle. Je voulais la lire absolument après avoir lu la pièce de théâtre originale, forcément, parce que sinon il manquait des données. C'est très drôle, c'est très amusant. Le personnage de Edmond, de l'acteur... comment il s'appelle? Zut, je sais plus. Enfin, bref, les différents personnages sont très attachants. On accroche complètement l'histoire, c'est court... y a pas, on se perd pas dans les détails, mais il y a beaucoup d'humour, beaucoup de... Et c'est très crédible. C'est vraiment, j'ai vraiment passé un moment délicieux en compagnie de ce texte. Et si j'ai l'occasion de voir la pièce de théâtre, mais je vais foncer à 100% parce que c'est vraiment super chouette. L'imagination d'Alexis Michalik est très très bonne, sans aller dans l'excès, on va dire. On s'ennuie pas, on revit l'histoire de Cyrano sans non plus soir lourdingue. C'est transposé aussi dans la vie réelle enfin, c'est transposé dans la vie réelle supposée de Edmond Rostand, ce qui est très très bien fait. C'est très fin, c'est bien vu. Voilà, donc très très belle lecture que je vous conseille. Ensuite, j'ai fait une petite pause de Cyrano et je me suis lu Libre, seul et assoupi de Romain Monnery. C'est paru au Diable au Vauvert. J'avais déjà lu un livre de Romain Monnery, Journal d'un jeune homme futile ou inutile, quelque chose comme ça, donc paru au Diable au Vauvert. Ça m'a semblé être assez le pendant du recueil de nouvelles que j'avais lu.
comme si il reprenait un petit peu la même chose. Mais en même temps, c'est très agréable à lire. J'ai passé un jeune homme superflu. J'ai passé un très bon moment. On y suit un jeune homme un peu perdu qui ne sait pas où est sa place dans la société, qui est dans une colocation où les choses n'avancent pas, où il a du mal à trouver un emploi et où finalement petit à petit il se réveille et se rend compte que il a besoin d'une motivation pour se lever le matin. C'est bien écrit, c'est franc, c'est honnête, c'est pas noyé dans les grands émotions blabla ou je ne sais quoi. On va à l'essentiel, ça se lit très bien et c'est très d'actualité. Ensuite, j'ai repris ma série Cyrano parce que je voulais me lire dans les 3 d'affilée. Cyrano de Boudou de Damien Luce, c'est paru chez Héloïse d'Ormesson. C'est très très bien écrit, c'est très drôle. On est en 1913. On y fait la rencontre de Boudou, qui est un clown, qui est souffleur dans un théâtre. Et il est souffleur de Le Bargy qui joue Cyrano de Bergerac. Il va rencontrer Fouquet, si je dis pas de bêtises, de mémoire, qui décide de monter un Cyrano de Bergerac façon clownesque. Donc on a toute cette histoire avec des personnages complètement farfelus, mais ça tient la route, c'est hyper intéressant. On a une énorme... Damien Luce a une très grande connaissance du théâtre, du jeu d'acteur de théâtre classique, mais aussi sur le clown. Et du coup, on va apprendre énormément de choses sur qu'est-ce que l'art du clown, parce que le clown, ce n'est pas que faire l'andouille pour faire rire les enfants, c'est bien au-delà. C'est laisser parler son clown intérieur, qui on est vraiment, et apprendre à grossir les traits de son soi-même en laissant tomber le regard critique qu'on peut avoir de soi. Et voilà, il y a tout cette découverte, cette explication du jeu de l'acteur classique, de l'acteur clownesque, qui est développé dans ce livre, qui est vraiment fantastique. D'ailleurs, ils le mettent en petit en bas, variation sur le thème du comédien, et c'est tout à fait ça, c'est vraiment passionnant à lire. Si le clown... l'art du clown vous intéresse, ça va vous passionner. Les personnages sont tellement attachants, tellement différents, un peu hors temps, hors norme, que franchement c'est un régal. Et il y a un personnage, j'ai mis... c'est Simon, je crois, le personnage de Simon. Il m'a fallu attendre les dernières pages pour comprendre qui il était vraiment. Je me disais, mais il est étrange ce personnage, vraiment très très étrange. Et à la fin, au bout du compte, j'ai compris qui il était. C'est toute la force de la plume de Damien Luce, c'est ça, c'est qu'il y a il laisse certaines choses qui sont dévoilées, expliquées, détaillées, mais certaines choses sont complètement dans le flou complet, jusqu'au moment où il y a la révélation sur le truc, qui est pourtant un détail dans l'histoire. Mais voilà, c'est franchement une magnifique lecture que je vous conseille. Ensuite, je me suis penchée sur le challenge Octobre Rose que j'ai lancé sur la chaîne. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans les commentaires, dans la barre d'infos si ça vous intéresse, même si maintenant ça va être un petit peu passé, mais vous saurez ce que c'était et je vous mettrai le lien du bilan dès que je l'aurai tourné. Donc j'avais sorti Toto-chan, la petite fille à la fenêtre de Tetsuko Kuroyanagi. C'est traduit du japonais par Olivier Magnani et moi mon édition est de France Loisirs, mais à l'origine c'était paru aux presses de la Renaissance. Voilà. C'est l'histoire, Tetsuko nous raconte son histoire, Toto-chan étant son surnom quand elle était petite, où elle est une enfant un petit peu différente, qui n'est pas très concentrée sur ses études au départ et qui va être renvoyée de son école, mais qui va intégrer une école particulière, Tomoe, qui est une école complètement atypique comme il pouvait en exister à l'époque au Japon. Et elle va nous raconter ses souvenirs d'enfance tout simplement dans cette école. Elle va nous apprendre, où elle va apprendre la vie, mais d'une façon très différente, très originale. Et c'est un peu dommage d'apprendre qu'à la fin que c'est sa vie à elle qu'elle raconte, parce qu'au début on se dit mais ouais, pourquoi j'étais un petit peu déçue, je comprenais pas où elle voulait en venir, je voyais pas trop l'avancée du personnage. Oui, il évolue, il grandit,
voilà, mais c'est qu'une fois que j'ai lu l'épilogue où elle nous raconte, elle nous dit mais c'était ma vie à moi, que là je me dis ah mais oui, ça prend tout son sens. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Si ça vous tente, en fait c'est son texte, enfin c'est sa vie à elle. Et du coup c'est super passionnant parce que c'est autobiographique, c'est réel. Et c'est vraiment une école atypique où tous les enfants rêvent d'aller, qui fait rêver et on passe un excellent moment avec ce livre. Donc je peux que vous le conseiller. Ensuite, je me suis fait une petite lecture rapide. J'ai lu Le bal de Irène Nemirovsky. Donc, c'est Les Cahiers rouges chez Grasset. On y suit l'histoire d'une jeune fille dont les parents sont devenus riches très vite, ont décidé d'organiser un bal, mais dont la mère ne veut pas qu'elle participe au bal. Alors, cette jeune fille de 14-15 ans est un peu vexée de ne pas pouvoir aller au bal. Elle va décider de se venger, mais elle se vengera d'un seul coup. Sa vengeance va être nette, pas préméditée. Et, et ça va entraîner des conséquences incroyables qu'elle va suivre. Et ça va permettre pour elle peut-être de mieux comprendre sa mère avec laquelle qu'elle ne comprend pas jusque-là. Donc c'est un texte très intéressant sur le rapport mère-fille, sur la façon dont perçoit un adolescent, peut percevoir certaines choses. Et c'est fulgurant. Voilà, on va dire que ça se lit en 1 heure à peine, c'est tout petit. C'est écrit assez gros, ça se lit ouais, en 1 heure. Mais ça vous transperce d'un trait, vous êtes pris par l'histoire et vous faites ouais. Et ça vous emmène d'un point A à un point B, vous n'avez pas eu le temps de voir venir. Franchement, c'était une très très belle découverte. Ensuite, j'ai sorti le 2e livre Octobre Rose pour le challenge. C'était Mariage Mania de Darcy Cosper. C'était publié chez Marabout dans la collection Girls in the City. Voilà, vous pouvez le voir le titre. C'est l'histoire de Joy qui va devoir assister à 17 mariages en quelques mois, dans 6 mois. Elle s'est engagée à assister à tous les mariages et comme pour elle une promesse c'est sacré, elle va vouloir s'y tenir. Mais elle est anti-mariage. Pour elle c'est une notion, c'est quelque chose de complètement dépassé, démodé, etc. Et en fait pendant tout le livre, Darcy Cosper va nous développer différents points de vue sur le mariage. Alors, faut pas oublier que ça se passe en Amérique où il y a presque un culte de cette institution, alors ce qui n'est pas le cas en France où finalement on se marie pas, on se paxe. Finalement, ça a assez peu d'importance. Autant aux États-Unis, depuis toute petite, les filles rêvent à leur mariage de rêve. Où si tu n'es pas mariée, c'est une honte. Enfin, c'est presque une honte, voilà, à 30 ans de pas être mariée. Et elle, son petit ami est d'accord avec elle, mais est-ce que au bout du 17e mariage, il va pas finalement changer d'avis? Donc il y a toute cette réflexion de mener, j'ai trouvé ça très intéressant. On n'assiste pas aux 17 mariages, hein, je vous rassure, parce que sinon on aurait fait une overdose. Pour certains, elle aborde le vin d'honneur, pour d'autres, elle aborde l'essayage des robes de mariée, la préparation de la mariée. Voilà, différents points et tous les mariages ne sont pas abordés. Certes, il y a une grande réflexion sur qu'est-ce que les vœux de mariage, qu'est-ce qu'on se promet derrière le mariage, parce que c'est un contrat civil, mais c'est bien d'autres choses et c'est ce que va développer Darcy Cosper à travers ce livre. Alors j'ai été assez surprise de trouver autant de réflexions et de choses intéressantes dans ce livre. Je pensais que ce serait juste un roman feel good comme ça, un petit peu léger, assez rigolo, sans plus. Et en fait, non, il y a beaucoup de choses derrière, de réflexions qui sont très très bien amenées, qui sont très intéressantes. Donc franchement, ça a été une bonne surprise, la lecture de ce livre. Donc si vous aimez bien les histoires de mariage, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Ensuite, je me suis lu Sur l'écriture de Charles Bukowski. C'est paru au Diable Vauvert au mois de septembre. Les textes ont été rassemblés par... faut que je regarde à l'intérieur. Par Abel Desbriteaux, c'est traduit par Romain Monnery. Oui, tout à fait. L'auteur de Libre, Sol et Assoupi. C'est une anthologie de textes, de lettres qu'il a écrit à ses éditeurs, amis et autres. On y découvre l'auteur sans masque. Voilà, il est tel qu'il est. On va suivre toute sa progression du début de son écriture où il écrivait, où il vivait une vie assez miséreuse, où la seule chose qui l'intéressait c'était sa machine à écrire le soir avec quelques canettes de bière et il écrivait des poèmes et il inondait
tous les magazines littéraires de l'époque. Et on va le suivre petit à petit, il va rencontrer un éditeur qui va lui faire confiance, avec qui, qui va avoir confiance en lui, qui va sortir un premier ouvrage, etc. ainsi de suite. Donc on va suivre toute son évolution, toute sa maturité littéraire. On va suivre toutes ses réflexions sur le monde de la littérature, du poème, de la poésie, de la vie aussi, tout simplement à travers ouais, voilà. Je suis désolée, je me suis perdue. Voilà, on va y suivre toute sa maturité. Honnêtement, au début, il m'a paru insupportable. Les premières pages, non, nickel, j'ai enquillé, mais au bout d'un moment, tu te dis, mais il est lourd, quoi. Oui, il veut choquer, oui, il est différent, oui, il est provoquant, oui, un peu vulgaire, mais au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais ça va nous mener où? Enfin, voilà, c'était un peu lourd. Et puis ensuite, je sais pas, il y a un déclic, quelque chose qui fait que l'homme mûrit, grandit, vieillit sûrement aussi. Ses textes, sa façon d'écrire change, ses textes changent, sa popularité change, sa façon de voir les choses change, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus argumenté, c'est beaucoup plus intéressant. Et franchement, finalement, ça me donne vraiment envie de le lire. Au début, j'étais un peu sceptique, je me disais, je crois que sa poésie, finalement, ça va vraiment pas être pour moi. Mais à partir du moment où il aborde la partie où il parle de ses romans, là, oui, ça me dit franchement de lire ses romans. Et je pense que j'essaierai de me lire ça, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Et je commencerai par Post Office. Je ne sais pas comment il est traduit, le titre en français, je crois que c'est Le Postier, mais je suis pas tout à fait sûre. Je pense que je commencerai par celui-là qui est le premier qu'il a écrit. Voilà. Donc franchement une très très belle anthologie qui permet de découvrir l'auteur par ses mots à lui finalement, sans trucage, sans avis extérieur. Voilà, on peut se faire une idée sur qui était cet homme et je pense que ça permet aussi de comprendre beaucoup mieux ses œuvres. Alors c'est très bien fait parce qu'en fait à chaque fois, vous avez les textes ont été coupés, c'est-à-dire que il n'y a pas le bonjour machin, comment vas-tu ou j'espère que tu vas te porter bien, enfin voilà, les formules de politesse qu'il peut y avoir en début, en fin, qui sont inintéressantes, ça a été coupé au montage. Et vous voyez, à chaque fois c'est indiqué à qui est envoyé le texte, la date. Alors des fois vous revenez en arrière pour vous dire attendez c'est qui lui déjà. Et quand on parle d'un texte c'est détailler qui elle a été liée, de qui est le texte ou qui est-ce qu'il a publié, quel a été le sort de ce texte qui permet de situer en fait la lettre par rapport au contexte. Voilà, donc c'est vraiment très très bien fait, très très belle découverte. J'ai fait une chronique sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller la lire bien sûr, si vous voulez en savoir un peu plus. Ensuite, je me suis lu Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, donc là c'est le petit livre du livre de poche. J'avoue que je n'avais jamais lu Stefan Zweig, honte à moi. Je voulais un auteur que je voulais découvrir depuis longtemps, surtout que ses livres sont très courts. Mais je n'avais pas encore passé le pas, donc là j'ai croisé le livre à la bibliothèque, j'en ai profité. C'est génial, franchement. La plume m'a convaincue, alors après la traduction est peut-être très bonne aussi, hein. C'est toujours le problème quand on lit traduit. Dans ce livre, Zweig explore certains mécanismes du cerveau, comment le cerveau humain quels sont ses mécanismes de défense par rapport à certaines expériences inhumaine, on va dire, les mécanismes de défense qu'il peut mettre en place pour sa survie. Et j'ai trouvé ça très 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 bien vu de rassembler ces deux personnages autour d'un jeu d'échecs, sachant que pour le deuxième, finalement, quelque part, ce mécanisme de défense a mis en échec la tentative de torture qu'il a suivie. Donc il y a un petit jeu de mots en plus que j'ai trouvé très très fort. Voilà, bon, je vous raconte pas plus l'histoire en détail, c'est pareil, j'ai écrit une chronique, donc n'hésitez pas à aller la lire. Et puis lisez le livre tout simplement, il est très court, c'est la meilleure façon de se faire un avis sur cet ouvrage. Ensuite, je me suis lu Le Petit Ami de Paul Léoto. Donc Léoto, c'est un auteur que je voulais découvrir depuis très longtemps. Il est principalement connu pour ses journaux. D'ailleurs, j'en ai un dans ma palle que vous avez dû voir dans un book haul. Mais j'ai préféré commencer par d'abord celui-là qui a été publié avant et qui est un souvenir d'enfance. Alors, ce qu'il entend par enfance, c'est très large parce que le personnage est beaucoup plus âgé dedans. Hein. Je pense qu'il a la plus grande partie, il doit avoir au moins la vingtaine. Donc
pour de l'enfance, c'est un petit peu fort le terme peut-être, mais peut-être dans ce sens où c'est encore là une certaine naïveté, une certaine innocence qui veut défendre. C'est très intéressant. Léoto donc, a été abandonné par sa mère très jeune. Et son père est un coureur de jupons, il va vivre principalement avec sa nounou, chez qui il va dormir. Beaucoup de femmes vont traverser la vie de son père et lui va... Un jour, sa mère va revenir, va l'emmener aux Folies Bergères. Et là, il va découvrir un monde de différent, on va dire, de paillettes, de plumes, quelque chose qui lui semble doux, attirant. Et par la suite, il va avoir beaucoup d'amis qui vont être, on va dire, femmes de mauvaise vie, des cocottes tout simplement, mais il va passer énormément de temps avec elles et vraiment apprécier leur compagnie, pas dans une dimension autre que sexuelle. En fait, il va y rechercher, je pense, toujours l'image de sa mère, et c'est ce qu'il nous montre, et il parle de ces femmes-là avec énormément de tendresse, d'amour, et c'est ce qui est très agréable dans cette lecture. Voilà, il va reparler de cette mère qui va lui manquer, il va lui parler de ses amis qui ont compté, qui ont plus ou moins remplacé cette femme-là, il va nous raconter quand il va revoir sa mère également, qu'est-ce qui, pour lui, qu'est-ce qui va advenir, et ce qui va lui permettre de finalement se construire en tant qu'homme en laissant tout ça derrière lui. Mais c'est une lecture très douce. Franchement, le sujet est pourtant pas très, on va dire, reluisant, on va dire, puisqu'on parle quand même de cocottes, de femmes de mauvaise vie, de prostituées tout simplement. Mais c'est pas ce regard-là qu'il a sur ces femmes-là, et du coup c'est très doux, très rafraîchissant. C'est vraiment une belle découverte et j'ai hâte de découvrir ces journaux. En tout cas, l'image qu'il en a donnée de lui, de cette enfance, enfin de ce petit garçon qu'il a pu être, petit garçon, jeune homme qu'il a pu être, fait qu'on a envie en fait de le protéger tout comme ces femmes le font. Voilà, tout simplement, c'est une belle découverte. Et pour finir, j'ai lu Mon père n'est pas un escargot de Agnès Lestrade et Amandine Laprince. C'est chez Oscar Éditeur, publié chez Autocar. Alors c'est un tout petit livre, donc je vous l'ai présenté dans un book haul, mais donc chez Autocar, certains textes, enfin parties de texte sont dans les images tout simplement. On y aborde l'histoire d'une petite fille dont les parents sont séparés et qui se rend compte que son père n'a plus de maison. C'est un secret qu'elle doit apporter, qui est très lourd pour elle. Mais un de ses amis se rend compte qu'il se passe quelque chose et elle finit par lui avouer. Et alors il lui explique que c'est pas grave, que sa famille en est aussi passée par là et qu'elle n'a pas à avoir honte de la situation, donc elle décide de relever la tête, d'en parler, et en fait en parlant ça permet de débloquer la situation et de trouver au moins une solution enfin pas ponctuelle mais temporaire pour son père. Donc c'est une belle façon d'aborder le sujet. Franchement c'est à la fois c'est mignon, c'est gentil. Ça incite les enfants à parler parce que le jeune lecteur va peut-être faire porter plus attention aux gens autour de lui, et ça lui dit que certains secrets sont trop lourds à porter, il n'a pas à les porter, il n'a pas à porter les secrets des adultes, que si on en parle, on a beaucoup plus de chances d'arranger la situation que de se taire. C'est très bien écrit, Agnès de Lestrade écrit très bien pour les enfants, c'est très accessible et même pour un adulte c'est très intéressant. Voilà, donc très très chouette lecture, mais je suis rarement déçue. Chez Oscar Éditeur, jamais eu de grosses déceptions. Voilà pour mes lectures. Et non, j'ai lu également en livre numérique, que j'ai complètement oublié de vous présenter, Sens dessus dessous, l'autobiographie de Chantal Thomas, c'est paru chez Michel Lafon là dernièrement. Gros coup de cœur pour cette autobiographie. Chantal Thomas, c'est un personnage clé de la mode, notamment de la lingerie, même si ce n'est pas ce qu'elle aurait souhaité. Elle aurait préféré évoluer davantage dans le prêt-à-porter. Et elle a décidé en fait tout simplement d'écrire une autobiographie pour raconter sa vie, parce que ses petites filles commencent, notamment l'une d'elles, à lui poser énormément de questions. Et donc elle se dévoile petit à petit sa petite fille, et du coup elle a écrit cette autobiographie pour raconter toute sa vie, les différentes péripéties, la façon dont elle a toujours su qu'elle voulait créer, comment est-ce qu'elle s'y est prise. Et ça fait rêver parce que elle a commencé à une époque où c'était facile, où on pouvait le faire beaucoup plus facilement que maintenant. Et elle nous explique après les déboires
la notoriété qui arrive très vite, mais en même temps qui est assez bancale, et qu'au moment où enfin, heureusement, elle a pu faire confiance à des gens qui étaient bienveillants auprès d'elle. Et puis petit à petit, le monde de la mode s'est dégradé, où au lieu d'être solidaire, on est concurrent, etc. Donc elle nous raconte tout ça, mais sans morgue, sans regret, sans arrière-pensée. Elle nous raconte les choses simplement telles qu'elle les a vécues. Euh, voilà, son seul regret éventuellement, c'est de ne pas avoir pu racheter Chantal Thomas prêt-à-porter et d'être restée uniquement dans la lingerie. Mais elle nous explique après son regard par rapport à la lingerie, où on l'a accusée d'antiféminisme. Alors elle a expliqué après que la lingerie, on la mettait d'abord pour soi-même avant que ce soit pour un homme. Voilà, elle nous explique son point de vue, sa façon d'être. C'est un personnage haut en couleur qui est vraiment très intéressant et qui est très intéressant à lire. Donc franchement, c'est une autobiographie que j'ai adoré lire et que je vous conseille à 100%. Voilà pour toutes mes lectures du mois d'octobre, donc de très très chouettes lectures, gros coup de cœur pour Chantal Thomas, pour Edmond d'Alexis Michelac. Je ne sais pas si on peut parler d'un coup de cœur pour Cyrano de Bergerac. Voilà, vraiment des très très chouettes lectures. J'ai pas eu de grosses déceptions, contrairement au mois précédent où finalement j'ai lu des choses qui m'avaient laissé un peu moite-moite. Là non, ça a été que des très belles découvertes, des très bons moments de lecture, et j'espère que ça va continuer ainsi. N'hésitez pas à me dire si certains titres vous tentent, si vous en avez lu certains. N'hésitez pas à me laisser les liens de vos chroniques en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles lectures. Bye bye!